Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de Soka. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'Elon Musk. Bon, il y a de grandes chances étant donné qu'il est assez visible en ce moment, notamment parce qu'il a été le créateur de PayPal. Il a également créé et dirigé SpaceX et il est le directeur et fondateur de Tesla, l'entreprise qui crée les voitures électriques. On va s'intéresser à lui aujourd'hui non pas pour ses réussites industrielles ou technologiques, mais bien pour une citation qu'il a prononcée lors d'une conférence qu'il a menée l'année dernière. 40 years ago, we had Pong, like two rectangles and a dot. That was what games were. Now, 40 years later, we have photorealistic 3D simulations with millions of people playing simultaneously, and it's getting better every year. If you assume any rate of improvement at all, then the games will become indistinguishable from reality. Just indistinguishable. It seems to follow that the odds that we're in base reality is 1 in billions. Bon, si la démonstration n'a pas convaincu vraiment tout le monde sur le coup et que la théorie de la simulation ne vient pas de lui directement, ça a quand même relancé l'intérêt de cette théorie et de ce concept, notamment par le biais des réseaux sociaux. Dans les sciences humaines et dans la philosophie, le concept de simulation est très important et vraiment très récurrent. Et peut-être un auteur parmi tous les autres a amené encore plus loin ce concept de la simulation, et il s'agit de Jean Baudrillard. Donc Jean Baudrillard est né le 27 juillet 1920 et il est mort le 6 mars 2007. Il vient d'une famille assez modeste, il est fils unique et son père est gendarme. Il va cependant réussir à devenir boursier et va préparer son concours pour rentrer à Normale Supérieure. Et pendant sa préparation au concours, il va commencer à rejeter absolument toute l'université et tout le formatage qui selon lui est imposé par l'éducation à son époque. Et donc il va devenir ouvrier agricole dans un premier temps, puis maçon dans la ville de Arles. Puis après quelques années, il va quand même décider de revenir à Paris et il va obtenir son CAPES en allemand. De là, il va commencer à traduire plusieurs textes, notamment du théâtre comme Brecht ou Weiss. Et il va également traduire de l'allemand vers le français plusieurs textes de Karl Marx. Karl Marx, the founder of modern socialism and author of the Communist Manifesto. Puis il va décider de s'orienter vers la philosophie politique. De là, il va écrire une thèse qui va s'intéresser à la sociologie de la vie quotidienne et à la discipline associée à la sociologie urbaine. Bon, logiquement, on peut trouver ces thèses en ligne. Moi, personnellement, j'ai absolument pas eu le courage de les lire. Il va publier sa première œuvre, Le système des objets, en 1968. Dans cette œuvre, il revient sur les différentes représentations que l'on entretient face aux objets du quotidien et de quelle façon finalement toutes ces représentations affectent nos usages et affectent l'objet en lui-même. À la suite de cette première publication, il va écrire La société de consommation qui en fait entretient la même logique que cette première publication, mais cette fois-ci étendue à l'ensemble de notre société et à l'ensemble de nos rapports sociaux. Il sera ensuite un auteur très productif puisque de 1968 à 2007, il sortira plus de 50 ouvrages. Et en fait, tous ces ouvrages auront plus ou moins comme base justement cette question du rapport au réel et également cette question de la représentation et de son impact sur notre rapport au réel. En cela, il est dans la droite lignée des auteurs post-structuralistes. Alors justement, j'aimerais faire une vidéo qui revient sur tous ces courants-là, sur l'existentialisme, sur le postmodernisme, sur le structuralisme. Alors dites-moi éventuellement dans les commentaires si ça vous dit. Si je fais une vidéo chronologique. Sur comment ces différents courants de pensée se succèdent et quels sont les plus grands auteurs de chaque courant et qu'est-ce qu'ils veulent dire par rapport aux autres. Voilà. Je peux essayer de faire ce genre de vidéo là si ça peut vous convenir. Bref, trêve de digression, on va s'intéresser au cœur du problème, à savoir la théorie de la simulation. Et donc Baudrillard sort en 1980 son livre fondateur pour cette théorie de la simulation. Il s'agit de Simulacre et simulation. Alors la théorie de la simulation, c'est quoi? Bon, c'est une théorie qui est un peu raide en soi, donc on va essayer d'y aller calmement histoire de ne pas se perdre. Une définition qu'on peut donner de la simulation, c'est un système efficace de signes qui est une réduction symbolique du réel. Bon, rien que pour cette petite définition, on va essayer de faire un petit schéma. Donc le réel est composé d'une multitude de signes qui nous permettent de l'interpréter. Par exemple, une maison, il nous faut regarder ces différents signes, que ce soit ses portes, ses fenêtres, sa façade, son toit et tout son volume, pour l'interpréter comme tel. En fait, pour pouvoir dire
cette maison fait partie de mon réel. Toutefois, dans une simulation, qu'elle soit numérique, analogique, il n'est pas possible de simuler chaque molécule de ciment ou chaque centimètre carré de charpente. C'est tout simplement trop fastidieux et techniquement trop complexe. Donc pour pouvoir la simuler, il faut s'accorder sur des symboles qui vont représenter la maison. Dans un jeu vidéo en 2 dimensions, on va pouvoir simplement dessiner la façade et dire que c'est une maison. Ici, c'est la ressemblance avec le réel qui va nous faire comprendre que l'on a voulu placer une maison dans la simulation. Cependant, sur une carte routière ou par exemple une carte IGN, il n'est pas possible de dessiner la façade de chaque maison. On va donc dire que chaque carré ou chaque rectangle grisé représente une maison. Une convention qui va être établie par celui qui a créé la carte, appuyée par les gens qui ont fait des cartes avant lui, et soulignée par la présence du rectangle gris en question dans la légende de chaque carte. En cela, on dit que la simulation est la condition sine qua non à la représentation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas représenter le réel sans le simuler. Donc du coup, les livres, les bandes dessinées, les jeux vidéo en général, sont justement une réduction symbolique du réel, une simulation qui nous permet de représenter le réel. Donc Baudrillard va partir de ce principe de la simulation et va l'approfondir. Dans un premier temps, Baudrillard va dire que la simulation ne renvoie pas au réel, mais à l'absence de réel. Donc pour expliquer ça, en fait, il va opposer simulation et dissimulation. Dans le cas de la dissimulation, on va feindre de ne pas avoir ce que l'on a. Alors que dans la simulation, on va feindre d'avoir ce que l'on n'a pas. Donc dans un cas, on va renvoyer à la présence, et dans l'autre, on va renvoyer à l'absence. La simulation étant, selon Baudrillard, l'absence du réel. Il va d'ailleurs prendre l'exemple du patient pour expliquer ce concept. Lorsqu'on feint d'être malade, on tente simplement de faire croire que l'on est malade. Alors que lorsque l'on simule la maladie, on peut même déclencher des symptômes qui sont propres à cette maladie. Dans un cas, le principe du réel est gardé intact, et dans l'autre, il est remis en question parce que la barrière entre le réel et l'irréel devient floue. Par exemple, comment on peut dire que c'est de la simulation ou c'est pas de la simulation à partir du moment où un patient va simuler tous les symptômes de sa maladie. Justement, c'est à ce moment-là que le principe du réel et de l'irréel est remis en question et la frontière entre les deux devient très floue. En second lieu, il dit que nous vivons aujourd'hui dans un hyper-réel. Il dit que dans cette société d'images et d'informations, l'amoncellement de sens et de projection du réel va dominer. L'information en continu, les réseaux sociaux, les effets spéciaux et le cinéma en général vont être autant de voiles qui vont se poser devant notre représentation du réel. Ces images et ces discours étant eux-mêmes extraits d'une réalité qui est voilée par d'autres représentations issues d'une multitude de médias et d'informations. C'est-à-dire que les médias et les images qu'on nous propose sont eux-mêmes réalisés par des individus qui ont été influencés par d'autres images, d'autres discours et d'autres individus. Et c'est là aussi qu'il dit que le réel a disparu, c'est-à-dire qu'il n'est plus caché que par des voiles qui finalement ne dissimulent plus rien. Une prolifération des images et des discours qui fait dire à Baudrillard que derrière tous ces semblants du réel, le réel n'existe plus. La simulation a happé le réel, si bien que nous ne voyons notre réel que simplement par le prisme de la simulation. Bon, c'est un concept qui est un peu raide et un peu épais à encaisser. En plus, il est assez contre-intuitif vis-à-vis de tout ce qu'on touche, de ce qu'on regarde, de ce qu'on perçoit comme réel. Et en plus, on peut trouver assez d'exemples dans notre quotidien qui nous permettent de contredire ce que Baudrillard est en train de proposer. Cependant, en fait, c'est une proposition qui reste intéressante dans la mesure où elle nous amène à questionner des notions qui nous paraissent acquises, comme la notion de réalité, de vérité, de réel, de factuel. Et tous ces éléments-là, la simulation finalement vient les remettre en question. C'est aussi un outil qui permet de garder un esprit critique assez fin sur toutes les images et tous les discours qui peuvent s'offrir à nous. Et ça peut également faire réfléchir sur la façon dont ces images et ces discours viennent influencer notre représentation du réel. Enfin, toujours dans Simulacre et Simulation, Baudrillard va parler de la précession des simulacres. Donc là, on s'accroche bien à son slip parce que c'est encore assez raide. Donc Baudrillard dit que le simulacre n'est jamais ce qui cache la vérité, c'est la vérité qui cache qu'il n'y en a pas. En fait, il dit que le simulacre est toujours vrai. Pour expliquer ça, on va prendre un exemple que Baudrillard prend lui-même dans son livre. On va prendre l'exemple du Watergate. Donc le Watergate, pour les plus jeunes, c'est-à-dire moi aussi, c'est une affaire d'espionnage politique qui se passait entre 1972 et 1974 aux États-Unis. En gros, l'histoire se résume au président Nixon qui va envoyer des cambrioleurs dans les locaux du Parti démocrate à Washington pour voler des infos et effectuer des mises sur écoute.
Mais bon, des journalistes vont remonter la piste et vont remettre en évidence que c'est bien Nixon qui est responsable de ces différents actes qui sont hautement illégaux. Et finalement, Nixon va démissionner le 9 août 1974. Cette affaire, Baudrillard la présente comme une simulation. Alors non pas une simulation des actes illégaux qui vont être commis, ou même une simulation de la démission de Nixon, mais une simulation de la morale politique, ou de la politique elle-même. C'est une mise en image et une mise en action du principe de moralité. On s'indigne, on va dénoncer, on va contraindre à la démission. De ce fait, on va donner l'impression que dans un système politique, si infraction il y a, punition s'en suivra. C'est pour réintroduire le simulacre du sens moral que l'on va créer cette réalité fiction. Bon, à entendre comme à expliquer, j'ai bien conscience que c'est une notion qui est assez difficile à intégrer. D'autant que notre rapport au réel et notre rapport au concept de simulation peut différer selon nos rapports aux images, aux discours et à notre sensibilité face à ces concepts-là. Donc on va essayer du coup de résumer en 3 étapes le cheminement de Baudrillard. Donc 1. La simulation, elle renvoie à l'absence du réel et non à sa présence. De 2. On vit dans un hyper-réel, c'est-à-dire une expérience simulée du réel. Et de 3. La simulation est vraie, c'est la vérité qui cache qu'il n'y a pas de vérité. Donc cette théorie de la simulation, bien qu'un peu obscure, elle est assez intéressante à analyser parce qu'elle nous amène un petit peu à remettre en question nos préconçus et à réévaluer finalement la dichotomie qu'il peut y avoir entre d'un côté le réel et d'un côté la simulation. Mais alors revenons à Elon Musk et sa théorie de la simulation, c'est-à-dire le fait que notre réalité telle qu'on la conçoit aujourd'hui, finalement elle est simulée par une machine informatique et que finalement tout ce qu'on vit aujourd'hui est purement virtuel. Alors qu'est-ce que Baudrillard pourra répondre à ce type de conception ? Bon, on va pas prétendre parler à sa place, mais on va s'inspirer d'une réponse qu'il avait faite par rapport au film Matrix dans une interview qu'il avait donnée au Nouvel Observateur en 2003. Dans cette interview, il est question du rapport entre le film Matrix et le travail de Baudrillard. En fait, le parallèle est assez intéressant car la simulation proposée par Matrix est assez semblable à la proposition faite par Elon Musk. Si dans les deux cas, le but de la simulation n'est pas le même, il est toutefois intéressant de noter qu'il s'agit de 2 propositions où nous vivons dans une simulation qui est générée par informatique et qui est assez convaincante pour que l'on l'interprète comme le réel. D'où tu défonces mon livre, je vais te botter le cul, à toi et à Morpheus. Et que derrière cette simulation se cache un réel auquel nous n'avons pas accès, car nous sommes limités à cette simulation informatique interprétée comme le réel. Ce que dit Baudrillard, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre le concept de simulation qu'il avance et Matrix. Parce que Matrix propose une distinction claire et nette. D'un côté, il y a la matrice où les agents font régner l'ordre et les humains sont maintenus sous contrôle. Et de l'autre, le réel et Sion, la cité des résistants. C'est clair, c'est net et précis, et ça ne mène pas à la confusion. Dans la version d'Elon Musk, c'est un peu la même chose. D'un côté, il y a nous, dans la simulation, et de l'autre, une intelligence artificielle capable de produire la dite simulation. Alors que dans la simulation, selon Baudrillard, cette frontière entre le réel et la simulation est autrement plus floue. Le propre de notre univers, c'est justement qu'on ne peut pas utiliser les catégories du réel pour en parler ou pour la définir. La vision de la simulation par Elon Musk, elle est intéressante et elle pique notre curiosité. Et elle est intéressante à la fois sur le plan philosophique, mais également sur le plan justement mathématique ou physique. Simplement, c'est aussi intéressant de concevoir une autre vision de la simulation. La simulation, selon Baudrillard, est intéressante dans la mesure où elle montre qu'il y a vraiment une très très fine frontière entre la simulation, notre représentation du réel et éventuellement le réel s'il existe. Pour finir cette vidéo, j'aimerais vous conseiller 2 contenus. Alors le premier, c'est une vidéo qui a été effectuée par PBS Time, qui est une chaîne anglaise qui justement revient sur l'aspect cette fois-ci très mathématique, très physique de la simulation selon Elon Musk et qui est très intéressante. Elle m'a été conseillée par un ami et je la trouve vraiment passionnante si vous aimez justement un petit peu toutes ces notions-là, tout ce que l'informatique pourrait nous permettre de faire par l'avenir et tout ce que les technologies pourront éventuellement être et pourront faire à notre perception du réel et à notre quotidien en général. Alors pour ceux éventuellement qui ont séché les cours d'anglais, il y a également la vidéo du Dr Nozman, qui est un youtubeur très connu et qui est très cool d'ailleurs, et qui fait une vidéo hyper intéressante aussi sur la simulation selon Elon Musk et je vous conseille également de visionner. Dans un second temps, je vous conseille la conférence qui s'appelle La violence faite aux images, qui est une conférence qui a été justement donnée par Baudrillard et qui revient sur cette idée de simulation par le prisme de l'image
et qui est assez passionnante, qui est encore une fois assez raide au premier abord. Il m'a fallu vraiment plusieurs écoutes pour pouvoir bien la comprendre et pouvoir bien assimiler tout ce qu'il disait, mais sa voix est assez agréable. La conférence se suit bien quand même, et donc du coup je peux que vous la conseiller même. Et voilà, donc surtout paniquez pas si au début c'est un petit peu incompréhensible. Au fur et à mesure on s'habitue et il y a des concepts qui reviennent et qui permettent de bien comprendre ce concept de la simulation. Voilà, donc c'est fini pour cette troisième vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai conscience qu'elle était un petit peu plus raide que les autres, un peu plus dense aussi. J'ai eu du mal à expliquer certaines choses et potentiellement j'ai mal expliqué certains concepts, donc n'hésitez pas à me dire si c'était trop compliqué, trop dense, peut-être trop long aussi, et donc du coup je ferai en sorte de m'adapter pour les prochaines vidéos. Dites-moi aussi si vous souhaitez que je réalise la vidéo dont j'ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo, qui revient sur les différents concepts des sciences humaines et les différentes écoles, peut-être dans l'ordre chronologique ou pas, histoire que ce soit plus clair et qu'on puisse les aborder plus facilement dans les prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite une superbe journée, soirée, nuit, tout ce que vous voulez, et je vous dis à la prochaine. Salut!